Téléspectateurs de la République de Côte d'Ivoire, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, notre invité est un intellectuel au sens propre du terme. Il a déjà produit 9 livres et est en passe de lancer le 10e. Vous l'aurez compris, nous recevons ce soir pour vous Monsieur Daouda Teguete, écrivain et journaliste. Monsieur Teguete, merci de cette toute première comparution devant notre auguste jury. Merci beaucoup. Pour vous juger ce soir, Abdraman Keita, il est directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Bruno Djito Segebeji, il est directeur de publication du journal Mali Horizon. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Les Grands Jurys. Monsieur Teguete, votre observation sur la composition du jury devant vous juger ce soir? Bon, c'est un jury dont je connais les membres, mais pas pour autant qu'ils soient cléments avec moi. Alors, parce que j'estime et je souhaite vivement qu'avec cette émission, nous puissions contribuer à ce qu'on appelle le rétablissement de la vérité historique. Parce que notre pays a beaucoup souffert de la déformation de la vérité, de l'utilisation de concepts qui sont en porte-à-faux avec notre identité. Alors, je souhaite vivement qu'aujourd'hui, avec cette émission, nous puissions faire en sorte que ceux qui vont nous écouter et nous regarder puissent dire à la fin de cette émission, enfin, nous avons compris que certaines choses qui nous ont toujours été données comme information ne cadraient pas avec notre identité. Donc, ne contribuez pas du tout à affermir et à affirmer et à affermir notre souveraineté. Ok. Abdraman, il n'est pas de coutume en tout cas pour nous de recevoir des invités de sa trempe. Bon, c'est quand même atypique, oui. Mais je pense que nous sommes quand même dans le registre, puisque nous avons en face quand même un confrère. Oui. Il est écrivain, un intellectuel, mais c'est avant tout le confrère que nous voyons, qui avait vraiment une mission historique, une mission sociale historique, qu'il a eu à assurer pendant longtemps dans le média public le plus connu de ce pays, qui est le RTL. Oui. Et il se trouve qu'aujourd'hui, vraiment, il est à cheval sur la défense de certains intérêts, la défense de certains intérêts sublimes qu'est l'unité africaine, la souveraineté, notre identité, ainsi de suite. Et toutes choses qui calent bien avec l'actualité aussi. Il est vrai que la vérité historique telle qu'il a dit mérite d'être clarifiée, mais aussi il faut mettre cette vérité en rapport avec ce que nous vivons aujourd'hui pour en tirer une substance. Je pense que c'est de cela aussi qu'il sera question avec lui, et je suis sûr avec le talent qui est le sien, il ne sera pas vraiment en deçà des questions qui lui seront posées aujourd'hui en toute confraternité. Bruno Djito. Oui, M. Daouda Teguete, un grand frère, un confrère, et moi je crois aussi que c'est un chercheur, selon la petite littérature que j'ai fouillée sur lui, un chercheur qui s'intéresse beaucoup aux faits culturels historiques. Et il vient d'utiliser une expression, s'attarder sur la déformation de la vérité. Oui. L'expression de déformation de la vérité dans le cadre du Malikoura, où beaucoup de choses sont dites. Il est vraiment un invité assez pertinent. Et puis, l'aspect, être à cheval, comme Abdraman l'a dit, sur plusieurs domaines. J'ai su qu'il a servi 9 ministres, et comme chargé de la communication, 9 ministres de l'éducation. Donc, l'éducation ayant servi 9 ministres. Donc, c'est vraiment... Il peut se prononcer sur des questions de gouvernance, notamment la gouvernance de l'éducation. Je crois qu'il est le bienvenu, c'est vraiment pertinent. Félicitations au président pour l'avoir invité. Comme dirait l'autre, mieux vaut se sacrifier à la tradition que de sacrifier la tradition elle-même. Monsieur l'invité, un mot sur votre parcours déjà, 9 livres. D'où vient M. Teguete en termes universitaires?
Bon, pas facile à dire exactement comment. Parce qu'il y a des choses que l'on réalise sans y avoir pensé comment on l'a réalisé. En fait, 9 livres, c'est parce que pendant longtemps, j'ai souffert du fait que je n'ai pas pu exprimer réellement au moment où j'étais en activité ce que je ressentais. Alors, je me suis dit, dans la mesure où je serai appelé, et j'ai prié Dieu que cela arrive, tant mieux, Dieu l'a fait. Le jour où je serai en mesure de prendre mes distances vis-à-vis de tout ça avec la retraite, je vais m'adonner à l'écriture. Dire, écrire tout ce que je n'ai pas pu dire. Pas peut-être forcément toujours qu'on m'en a empêché, mais parce que le temps aussi m'a manqué à cause de mes occupations. Alors c'est ce qui m'a amené, après ma retraite en 2018, à commencer à écrire. Alors, l'écriture sous forme de livre n'est pas venue immédiatement en 2016, dans la mesure où c'est en février 2016 que j'ai publié mon premier livre, Médias, École, Éducation citoyenne en Afrique. Mais en fait, cela est arrivé parce que déjà, quand, en 1968, nous avons été mis devant le fait accompli, le coup d'État de 1968, moi qui avais eu l'occasion, lorsque j'étais encore à l'école fondamentale de Yélimane, à voir le président Modibo Keïta physiquement, parce que ce jour-là, quand il était à Yélimane en visite avec sa délégation venue de Bamako, alors j'ai été désigné par mon directeur d'école pour réciter un texte qui avait été écrit par mon maître de l'école fondamentale, premier cycle. Alors j'ai récité ce texte. Modibo qui était sous la tribune s'est levé et il est venu vers moi, de sous la tribune, il est venu vers moi, il m'a caressé la tête, il m'a tenu par le bras et m'a conduit jusque dans les rangs où étaient arrêtés mes camarades de classe. Ça m'a marqué. Alors surtout aussi que mes parents étaient des activistes politiques, membres de l'Union Soudanaise RDA. Mon père était le trésorier général du bureau politique de la section de l'Union Soudanaise RDA de Yélimane. Ma mère était la présidente de l'organisation des femmes. Et un de mes grands frères était le secrétaire général de l'organisation des jeunes. Donc j'ai baigné un peu dans cette atmosphère politique. Alors j'écoutais souvent les discours de Modibo à la radio, même si je ne comprenais pas grand-chose. Alors quand il y a eu le coup d'État, je me suis dit, mais comment est-ce qu'un homme comme celui-là, qui s'est fondu et confondu à son peuple, soit renversé? J'ai dit, dans tous les cas, si Dieu me prêtait longue vie et que j'arrive à pousser un peu plus loin mes études, j'écrirai un livre sur lui. D'accord. Voilà comment le goût de l'écriture est arrivé, depuis déjà 1968. D'accord. Abdraman. Oui, moi, ce que je retiens de ce qu'il vient de dire tout de suite, c'est qu'il a dit qu'il n'a pas écrit, il n'a pas exprimé ce qu'il ressentait, pas simplement parce qu'il n'a pas... Pas parce qu'il n'en a été empêché, empêché, pas parce qu'il en a été empêché, mais parce qu'il n'avait pas le temps. Alors que vous êtes journaliste quand même depuis 87, ce que je sache, est-ce que en 87 c'était du temps de Moussa Traoré qui a renversé votre idole? En ce temps-là, il était possible pour vous d'exprimer ce que vous ressentiez entre 1987 de pratiquer le métier. Jusqu'à non, mais il avait quand même une tribune, il était quand même journaliste. Il disposait de tribunes pour se faire, et il avait des initiatives. Est-ce qu'il était possible sous Moussa Traoré d'exprimer ce que vous ressentez sur l'homme à l'époque? Sur Modibo? Oui. Bon, je ne pourrais pas dire non, mais en fait, par prudence, j'ai estimé qu'il fallait que j'attende un peu. Parce que, effectivement, quand j'avais ce projet-là depuis 1968, lorsque je suis arrivé à Bamako, j'ai commencé à chercher des informations, mais à l'époque, pratiquement rien sur Modibo. Tout avait été mis de côté, caché, brûlé, etc., détruit. Alors, après le baccalauréat, j'ai demandé à être orienté à l'école normale supérieure, sur ma propre demande, parce que je tenais à être professeur de sociologie, comme Kari Dambélé, qui était un professeur que j'admirais beaucoup. Et d'ailleurs, quand j'étais en terminale au lycée, je chômais mes cours pour aller suivre les cours de Kari Dambélé à l'école normale supérieure. Donc, quand j'ai eu le baccalauréat, j'ai demandé à être orienté à l'école normale supérieure, dans la perspective de faire philo-psychopédagogie pour par la suite me spécialiser en sociologie. Mais en première année, nous étions dans le tronc commun, les littéraires, comme tu le sais peut-être probablement. Et en deuxième année, ils avaient un professeur en première année, Idriss Marikou, qui était mon professeur de langue et de littérature négro-africaine, qui m'a dit à la suite d'un exposé, Jérôme, tu seras un excellent professeur de lettres et je ferai tout pour que tu le sois. Intérieurement, je riais, parce que pour moi, je vais faire sociologie, me voie littéraire. Donc comme ça, il s'est employé à ce que je sois orienté en lettres, langue et littérature. Mais j'ai tout fait pour changer, on n'a pas voulu. L'administration était à l'époque assez rigide sur les principes. Alors, puisqu'on n'a pas voulu, j'ai demandé à un de mes amis qui était dans la même classe que moi, Moussa Bakaga, qui est aujourd'hui à la retraite comme moi, je lui ai dit, bon,
puisqu'à l'époque, on nous payait 25 000 francs maliens par mois comme bourse, je lui ai dit, bon, moi, je voudrais, si tu veux m'aider, te donner 10 000 francs sur mes 25 000 chaque mois et je vais économiser 15 000 francs. Lorsque j'aurai le prix du billet d'avion Bamako, Paris et retour, je vais aller faire sociologie comme Khalid Dambélé, comme quand il avait fait en France. Il a accepté. Donc, c'est ce qu'on a fait. Je lui donnais 10 000 francs, donc on vivait à deux ici à Bamako avec 35 000 francs. Oui. Alors, quand j'ai eu le prix du billet d'avion, je suis allé en France. Je suis allé en France à l'insu de tout le monde. Ni mon père, ni ma mère, ni frère, ni soeur, ni ami. Personne n'était au courant, sauf lui. Oui. Donc, quand je suis allé, et Dieu faisant les choses, quand j'étais dans l'avion qui nous transportait vers Paris, alors, un aîné que j'avais connu lorsque j'étais au lycée, Cheikh Pléa, m'a demandé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire en France? J'ai dit que je vais étudier. Il dit, c'est difficile. J'ai dit, je le sais. Il dit, mais est-ce que tu souhaiterais aller étudier en Union soviétique? J'ai dit oui. Il dit, bon, dans ces conditions, je te donne une liste de pièces que tu cherches, et dès qu'on arrive à Paris, voici mon numéro de téléphone, tu m'appelles, tu me les remets, je vais voir ce que je peux faire pour toi en Union soviétique. C'est comme ça que je lui ai remis les pièces. Entre-temps, je me suis inscrit à l'école supérieure de journalisme, pas parce que je voulais être journaliste, mais parce que c'était l'école où je pouvais payer les frais pour que je puisse avoir la carte d'identité, la carte de séjour d'étudiant. Alors c'est comme ça, quand j'étais là-bas, et après, 2-3 ans après, Cheikh Pléa m'a fait parvenir un message comme quoi ma bourse a été accordée pour l'Union soviétique. Donc je suis allé là-bas. Et là-bas maintenant, après l'année préparatoire à Leningrad, alors je tenais toujours à faire sociologie. Mais on m'a dit, si tu veux faire sociologie, tu ne vas pas rester à Leningrad, mais tu vas aller à Bakou, en Azerbaïdjan. Oui. Alors les Maliens qui étaient là-bas, ils me disent, bon, nous on préfère que tu restes avec nous, voilà, voilà. Donc, comme il y a déjà 2 Maliens qui sont à la faculté de journalisme, Cheikh Pléa et plutôt Suleiman Kantra Sissoko et Gassou Thiro, tu vas te joindre à eux pour faire journalisme. Donc voilà comment finalement j'ai évolué, surtout que j'avais déjà fait le journalisme en France. Oui. J'ai été m'inscrire à la faculté de journalisme de Leningrad. Et malheureusement, une profession que vous n'avez pas utilisée pour défendre vos idées. C'est ce que je sache, puisqu'en réalité, ce que je viens de vous dire en réalité. Puisqu'effectivement, vous n'avez pas profité des tribunes sous la, comment on appelle, la démocratie pour exprimer vos idées révolutionnaires, vos idées unitaristes de l'Afrique. Sous Moussa Traoré, il va de soi que vous ne pouviez pas le faire puisque c'était le bourreau de votre idole. Bon, je ne pense pas que ce soit le cas parce que j'étais toujours dans la recherche d'informations. Parce que pendant ce temps-là, je côtoyais des gens qui, sous le régime de Modibo, avaient occupé des postes de responsabilité. Collecter des informations, les analyser avant que je mette les choses sous forme de livres. Oui. Donc cela aussi a pris son temps. En réalité, pour vous le dire, j'ai fait 30 ans de recherche pour pouvoir écrire le livre sur Modibo. 30 ans. D'abord à Paris, ensuite en Union soviétique et au Mali ici. D'accord. Bruno. Oui, Monsieur Daouda Tekete, à voir votre parcours, puisque nous sommes, je crois, dans la phase introductive de généralité, à voir votre parcours, on est tenté, c'est un parcours admirable, 9 livres ayant servi avec tout ce parcours. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été chanceux ou bien vous avez été travailleur? Parce qu'en 1968, c'est vous qui avez été désigné, vous nous le rappeliez, c'est vous qui avez été désigné en 64, c'était en 64. Pour accueillir le président Modibo Keïta à Kélimani. C'était un texte devant lui. Oui, c'était en 68. 64. Effectivement, il avait dit 68. C'est vous qui avez été désigné dans cette école pour présenter un texte, à dire devant le chef, pour lire un texte. Ouais. Cette diction, ce choix-là, et ce parcours qui s'en est suivi, avec cette soif de connaissance, économiser 10 000 francs chaque mois pour aller à Paris, etc. Avez-vous été, on doit dire, chanceux simplement ou bien travailleur? Si on vous posait cette question-là. La chance ne sourit qu'à ceux qui travaillent. On ne peut pas dire que je vais m'asseoir comme ça et ce que je souhaite que la chance me l'apporte. Probablement qu'il y a eu la chance et il y a eu des concours de circonstances. Si vous me permettez, je pourrais... Allez-y. Par exemple, lorsque j'ai eu vent, comme quoi j'ai eu la bourse pour l'Union soviétique, alors que j'étais encore à Paris, Cheikh Pléa m'a demandé de revenir à Bamako parce que c'est à Bamako qu'on a envoyé ma décision de bourse à l'ambassade de l'Union soviétique. Paris, Bamako, je n'avais pas d'argent pour ça. Et encore, si je venais à Bamako, qu'est-ce qui va me garantir le billet d'avion de Bamako à Moscou? Je ne savais pas. Je ne pouvais pas. Donc je me suis dit dans tous les cas... une incertitude. Voilà. J'ai dit dans tous les cas, je vais essayer d'aller à l'ambassade de l'Union soviétique à Paris pour voir si peut-être ils sont au courant. J'ai été au boulevard Lannes, j'ai remis, je leur ai dit que j'ai eu une bourse. Je n'avais aucun document pour montrer que j'ai eu la bourse. Ouais. Ils m'ont dit, mais vous avez le passeport? J'ai dit, oui, voici mon passeport. Ils disent, donnez-le. Je leur ai remis mon passeport. Ils me disent, bon, revenez demain à 9h. Je suis allé, sans rien me dire, on m'a remis mon passeport.
J'étais convaincu que rien n'a marché. Parce que je n'avais aucun document pour le prouver que j'ai le visa là-dedans. Rien. Je ne savais rien. C'est quand j'étais dans le métro pour retourner, j'ai ouvert le passeport, je vois le visa soviétique. J'étais surpris. Alors, donc tout de suite, il fallait que j'aille. Mais à l'Union soviétique, là-bas à Moscou, je n'avais pas l'adresse de Cheikh Pléa. Je ne parlais pas le russe. Je ne connaissais personne là-bas. Mais je me dis, dans tous les cas, je vais tenter. Et je suis allé à la gare de l'Est et j'ai payé un billet de train Paris-Moscou. Alors, et à la veille de mon départ, je suis allé voir un ami d'un de mes grands frères à Paris là-bas pour lui dire, bon voilà, j'ai eu la bourse, je vais à l'Union soviétique. Il m'a dit, mais tu vas, qui est-ce que tu connais? J'ai dit, personne. Il dit, bon, attention, il y a un étudiant malien à l'Union soviétique qui est chez moi ici, il est allé faire des achats au marché. Tu l'attends, quand il va venir, tu vas lui expliquer la situation. Alors, je l'ai attendu, quand je lui ai expliqué la situation, il m'a regardé mon billet, il dit, toi, tu vas aller à Moscou, mais moi, je vais à Leningrad. Si tu arrives à changer ton billet pour que moi, par la suite, quand je serai à Leningrad, 3 jours plus tard, je vais t'accueillir à la gare. Bon, je suis allé encore, une fois de plus, à la gare de l'Est. J'ai demandé à changer de billet. On n'a posé aucun problème. On a changé mon billet Paris-Moscou, Paris-Leningrad. C'est comme ça que je suis allé. Beaucoup de chance. Voilà. Donc la chance, mais il a fallu aussi peut-être que je me débatte pour que cette chance-là... C'est un battant. Voilà. Modibo Keïta, pour vous, il symbolise le patriotisme. Ses successeurs, qu'est-ce que vous leur reprochez en termes de patriotisme, M. Tekete? Et par ailleurs, quels sont vos liens avec son parti? Puisque on ne vous connaît pas vraiment un militantisme dans l'USRDA quand même. Ok, il va répondre à ma question. Oui, allez-y. Qu'est-ce que je reproche aux autres, à ses successeurs? Je ne peux pas dire que je vais reprocher. Parce que je ne suis pas de nature à dire aux gens ce que vous faites c'est bon, ce que vous faites c'est mauvais. Mais je pars d'un principe. C'est que il y a des choses, il y a une triptyque que nous devons tous avoir dans notre démarche si nous voulons aboutir dans nos actions à de l'harmonie. Cette triptyque, c'est principe, ordre et harmonie. Il n'y a jamais d'ordre sans principe. Quelqu'un qui n'a pas de principe ne peut pas être ordonné. Et quand il n'y a pas d'ordre, on ne peut pas arriver à l'harmonie. Donc cette triptyque, elle n'est pas forcément la même pour tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont trouvés dans des conditions que moi j'ignore et qui expliquent leur comportement. Oui. Donc ils ont répondu à des choses que moi j'ignore dans leur comportement de tous les jours. Et la triptyque, c'est quoi? Triptyque, principe, ordre, harmonie. Okay. Alors, si moi je ne sais pas les principes dans lesquels ils ont évolué, avec lesquels ils ont évolué, et qui expliquent qu'ils aient eu tel comportement, je ne dois pas les juger. Je ne peux pas les juger. Donc c'est pourquoi je ne dis pas que je leur reproche quelque chose. Mais ce que je peux dire à partir de ma propre position, oui, c'est que nous n'avons en commun ici que ce pays, pour lequel Modibo Keïta n'a pas hésité à donner sa vie. Modibo a tout abandonné dans sa vie pour ce pays. Je m'en vais pour preuve vous dire quelque chose. Par exemple, avant même qu'il soit président de la République, déjà dans les années 40, Modibo, en 47, 48, 49 et 50, 4 années durant, il a renoncé à son salaire. Dans mon livre, il y a tous les documents administratifs signés par le gouverneur nouveau qui l'attestent. Il a renoncé à son salaire pendant 4 ans. Il n'avait pas 1 franc par mois pour sillonner le pays, échanger avec les populations pour les conscientiser afin qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités devant l'histoire. Faire en sorte que nous sortions de ce système abject de colonisation. Il vivait de quoi en renonçant à son salaire? Peut-être sa femme, parce que sa femme à l'époque, Mariam Traoré aussi travaillait. Et vous savez qu'à ce moment, il lui arrivait 2 fois de marcher à pied pour aller d'un village à l'autre, de traverser des rivières à la nage, de monter à dos d'âne, de rouler à bicyclette. Modibo a fait tout ça pour ce pays. Vous avez l'impression que ce patriotisme-là, on l'a perdu? Ce patriotisme, c'est engagé. Non, je ne le dirai pas. Je ne dirai pas. En revanche, par contre, qu'est-ce que vous reprochez à cet tombeur? À Moussa Traoré, par exemple. Je ne vais pas dire que je vais leur reprocher quelque chose de façon directe, mais seulement je vais dire que... vous n'aimez pas reprocher à cette question. Je ne vais pas reprocher aux gens oui, tant que je ne connais pas les principes à partir desquels ils ont eu à poser des actes. Étaient-ils des patriotes aussi comme Modibo Keïta, cet tombeur? Peut-être qu'ils ont voulu faire certaines choses, mais ils ne savaient pas que c'était aussi difficile avant d'y arriver. Oui. Et je puis vous dire avec une certitude avérée que j'ai entendu vent de certains d'entre eux qui ont dit qu'ils ont regretté le coup d'État qu'ils ont fait contre Modibo. Certains l'ont affirmé à des gens qui vivaient et qui nous l'ont apporté, des gens qui leur étaient très proches.
qui disent que s'ils savaient que c'était comme ça, ils n'auraient pas été impliqués dans le coup d'État contre Modibo. D'accord. Bruno. Est-ce que presque tous les coups d'État ne sont pas regrettés après? Dans l'histoire du Mali, presque tous les coups d'État ont été regrettés, non? Vous ne trouvez pas? Vous, chercheurs. Je n'ai jamais été impliqué dans un coup d'État. Oui, vous, chercheurs, vous avez certainement eu vent de... Tous les coups d'État ne se valent pas. Il y en a qui vraiment, à un moment donné, il le fallait, sinon les conséquences allaient être catastrophiques. Lesquels? Par exemple, moi je dis qu'aujourd'hui, si on regarde la situation dans laquelle nous sommes en train d'évoluer, et qu'on le compare seulement à celle que nous avons vécue il y a 2-3 ans, moi je pense que le coup d'État ce qui a été fait, je ne sais pas s'il faut appeler ça coup d'État, mais je pense que ça a été salutaire quelque part pour le pays. Ça a été salutaire, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde... Vous parlez du 18 août 2020? Pardon? Vous parlez du 18 août 2020? Pourquoi pas? Du CNSP. Pourquoi pas? Oui, allez-y. Quand on regarde aujourd'hui, je ne suis pas à tous les niveaux pour juger de ce que les gens disent. Mais quand je vois des fois les réseaux sociaux, l'engouement que les Africains et même des Noirs en dehors de l'Afrique ont pour ce qui se passe aujourd'hui au Mali, ça me fait dire que il y a seulement peut-être 3 ans, alors ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. C'est vrai qu'il y a encore des difficultés, il y a des problèmes. Mais ces problèmes, pour leur solution, ne doivent pas attendre que seulement nous attendons tous des autorités. Chacun de nous, dans la position qu'il se trouve, a un rôle à jouer dans la stabilité de ce pays. On va évoquer la question de souveraineté avec vous. Adraman a une question. Allez-y. Vous ne nous avez pas dit exactement quels sont vos liens avec l'Union soudanaise, le parti de Modibo Keïta. Je dis bien, je suis USRDA dans l'âme. Dans l'âme, pas militant. Et qu'est-ce qui vous en empêche d'être militant? Parce que j'estime qu'il y a beaucoup de choses encore à redresser pour que nous puissions dire que nous sommes en train de nous inspirer de l'héritage que Modibo et ses compagnons nous ont laissé. Je le dis sans exagération aucune. Ok, d'accord. Donc, M. Tekité, vous dites que le coup d'État du 18-20 2020, du 18 août 2020, vous prenez pour référence le coup d'État du 18. Qu'est-ce que vous pensez? C'est lui qui l'a dit, qui me dit. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que vous pensez? Quand vous dites les 3 dernières années, qu'est-ce que vous pensez du coup d'État qui a renversé le tombeur de Modibo Keïta? Parce que le coup d'État qui a amené l'avènement de la démocratie, alors, vous pensez que ça n'a pas été aussi salutaire que ce coup d'État du 18 août 2020? C'est vrai que moi je dis par rapport à tout cela. Le coup d'État qui a libéré les initiatives. De mars 80. Qui a libéré les initiatives. Oui. Qui a Vous offert voulez orienter la réponse? les libertés individuelles. Non, laisse-lui le temps. Oui, allez-y. Allez-y. Non. Ce que je veux dire, sortons de ce qu'on appelle tourner en rond. Pourquoi toutes ces crises, de coup d'État en coup d'État, de crise en crise, de transition en transition? Parce que nous évoluons dans un système qui n'est pas le nôtre. Purement et simplement. La démocratie? Qu'est-ce que la démocratie? Vous croyez que ce qui s'est passé, c'est ça la démocratie? La démocratie, pour moi, d'abord, a surtout un fondement économique. Est-ce que, depuis le renversement de Modibo jusqu'à nos jours, on peut dire que toutes les politiques qui ont été menées, avec leur retombant sur le plan économique, ont permis de plus en plus à la grande majorité des Maliens d'avoir une bonne santé, de pouvoir manger sainement à leur faim, de pouvoir être logés décemment, hein, de pouvoir faire tout ce qui... Mais ces problématiques-là existent ailleurs. Non, laissez-moi terminer. Allez-y, terminez. C'est ce que je veux dire. Oui. Ce système, c'est encore ce système hérité de la colonisation. Vous voyez comment chez eux même ça se passe. C'est un système qui est bloqué. C'est bloqué, rien ne marche là-bas. Voyez aujourd'hui ce qui se passe là-bas. Oui, d'accord. Et si nous continuons à nous gérer à partir de ce qu'eux, ils nous ont laissé, et qui a montré ses limites chez eux. En quoi la marche que nous avons prise, que nous avons adoptée depuis le 18 août change ce que vous venez de décrire? Non, il y a des priorités. Il y a des priorités. Aujourd'hui, quand on voit la manière dont, depuis le 18 août, le pays évolue chez nous, il faut qu'on fasse attention. Le problème de sécurité, il fut des moments, quand par exemple les gens étaient arrivés à Konna, qui a bien dormi à Bamako ce jour? Qui? Quand la sécurité est telle qu'il faut d'abord asseoir cette sécurité pour ensuite faire face aux autres problèmes. Alors si on veut abandonner la sécurité pour faire face à cela, j'ai dit qu'on risque de faire fausse route. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit mettre de côté ces autres problèmes. Ce que je dis aujourd'hui et qui constitue ma crainte, c'est que
je ne vois pas comment les choses sont faites de manière à travailler sur la transformation qualitative de la mentalité de l'homme malien. Sur le plan sécuritaire, très bien. Beaucoup de choses sont en train d'être faites pour stabiliser le pays. Ça, c'est à saluer et à soutenir. Mais au-delà, regardons par exemple, le système éducatif demeure le même. Des milliards qu'on investit chaque année pour former 99% de chômeurs à la sortie. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on réfléchit? D'accord. C'est tout ça que moi j'ai dit, que de l'autre côté, en même temps qu'on est en train de travailler sur les problèmes de sécurité, il faudrait qu'on voit aussi notre système éducatif, qui est un système extraverti, qui nous apprend plus à connaître les autres qu'à nous connaître nous-mêmes. Monsieur Tekete. Ah bon, vous voyez-vous, non, pardon, voyez-vous en réalité que ce que vous venez d'évoquer comme priorité, il ne s'agit pas seulement de créer des engouements à l'échelle internationale pour le régler. C'est que vous dites que le problème reste entier. Le problème reste entier malgré cet engouement. Cet engouement-là, finalement, vous ne m'avez pas compris. Ce n'est pas quelque chose qui se consomme, qui se mange, comme on le dit. Non, vous ne m'avez pas compris. Allez-y. Ce que je veux dire, j'ai dit que il y a une question de priorité. Le pays, à partir de 2018, s'est trouvé dans une situation où on se disait, est-ce que dans un an, nous n'allons pas nous trouver dans plusieurs pays dans le cadre de notre territoire? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous trouvez qu'il y a une avancée dans ce domaine? Ah oui, moi je pense. Sur le plan sécuritaire. Sur le plan, il y a une avancée. Je pense qu'aujourd'hui... Et quels sont les... Abdraman, on va véritablement évoluer. Monsieur Tekete, le Mali s'apprête à célébrer l'anniversaire, c'est 14 février, la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Ce qui m'amène à vous poser cette question. Quand est-ce que le Mali a été souverain? Quand est-ce qu'elle a perdu sa souveraineté? Et quand est-ce qu'elle a commencé à retrouver cette souveraineté? Très bien. Moi, je pense que d'abord, il faudrait qu'on s'entende sur ce que c'est que la souveraineté. Oui. La souveraineté, moi, j'ai une approche beaucoup plus spirituelle qui, à mon sens, me paraît être plus holistique, c'est-à-dire plus complète que l'approche cartésienne qui consiste à croire que c'est ça et ce n'est pas... C'est cet aspect, ce n'est pas cet autre aspect. Pourquoi? Parce que pour moi, la souveraineté, d'abord et surtout, renvoie à ce qu'on appelle l'affirmation et l'affermissement de l'identité. Or, cette identité a différentes dimensions. Elle est d'abord anthropologique, elle est ensuite sociologique, elle est sociale et elle est historique. Tout le monde n'est souverain. Pourquoi? Parce que la souveraineté, c'est d'abord l'identité. Quand je dis tout le monde n'est souverain, qu'est-ce que je veux dire par rapport à cela? Je veux dire, par exemple, quand même c'est des vrais jumeaux qui naissent d'une même maman, une fois qu'ils sont à l'air, ils ne sont plus les mêmes. Ils ne se nourrissent pas de la même manière, de la même chose. À l'échelle d'un État? Oui, c'est pourquoi j'ai dit que c'est d'abord anthropologique, sociologique, social et historique. Donc c'est des étapes. Donc la première étape, c'est l'anthropologique. Toi, par exemple, ton identité n'est pas la même chose que pour Abdelrahman, qui est différente de celui-ci, etc. Donc chacun de nous a une identité biophysiologique distincte de celle des autres, de l'autre. Mais en même temps, cet aspect anthropologique nous renvoie à la socio-anthropologie, c'est-à-dire que, même pris individuellement, nous ne sommes que la somme d'un certain nombre de relations dans lesquelles nous nous trouvons à un moment donné. D'abord dans la famille, dans le quartier, dans le village, etc. jusqu'au niveau de l'État. Donc des normes sont établies au niveau de chacune de ces étapes de socialisation de l'individu pour contribuer à créer son identité. Alors, une fois que cette identité-là est remise en cause par d'autres, la souveraineté s'en trouve touchée. Oui. Donc, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Oui. Nous, pour arriver à un niveau, pour faire l'économie du temps, pour arriver à un niveau un peu plus élevé, chez nous, notre identité... Chez nous au Mali. Chez nous au Mali. Au Mali. Oui. Au Mali. Oui, bien sûr. Notre identité a été touchée précisément le 22 septembre 1878. Notre souveraineté a été entachée le 22 septembre 1878, quand pour la première fois, les hordes coloniales, l'armée coloniale a agressé les populations à Saboussiri. Pour montrer que nous tenons tant à notre souveraineté, nous sommes une des rares contrées en Afrique de l'Ouest où la résistance armée a duré 42 ans, du 22 septembre 1878 à Saboussiri au 26 décembre 1920 à Tabou, un village de cercle de Bandiagara. Les gens n'ont pas baissé les mains.
Donc la lutte armée a duré 42 ans. Pourquoi? Parce que nous trouvons que notre dignité n'a de prix que l'affirmation et l'affermissement de notre souveraineté. C'est comme ça que les choses ont marché. Okay. Mais lorsque la lutte armée a vécu, oui. pour autant, la lutte n'a pas cessé, elle n'a fait que changer de forme. Donc de la lutte armée, on est passé maintenant à la lutte politique. Et cette lutte politique aussi a connu des étapes. Oui. Une des premières étapes, c'est la création d'associations. Par mémoire, je cite par exemple l'association Les Amis du Rassemblement Populaire du Soudan, créée dans les années 30. Ensuite, l'association Art et Travail de Modibo Keïta, créée en 1937. Et si on essaie d'analyser la question de la souveraineté du Mali sous sa forme de république? Oui, c'est ce que je vous dis. Oui. Mais la république n'est pas née comme ça. Oui. Elle n'est pas née comme ça. C'est un processus qui nous a conduit à ça. Avec tout le rappel historique, on risque de... Allez-y, termine. Laissez-moi terminer parce que si vous voulez que j'écoute, vous n'allez pas comprendre comment on a évolué dans la lutte armée oui. à l'étape à laquelle nous nous trouvons sauf que nous gérons aussi les temps. Allez-y. Bon, il en sait quelque chose. Oui, allez-y. Ou bien je pose cette question pour quand la République du Mali a été souveraine, quand est-ce qu'elle a perdu sa souveraineté? Quand est-ce qu'elle a commencé à retrouver sa souveraineté? Mais ce n'était pas d'abord une république. La république est venue quand est-ce qu'on a dit la République du Mali? Quand? Bon, disons, parlons de l'État du Mali. Allez-y, renseignez-nous s'il vous plaît. Parlons de l'État du Mali pour couper court. C'est-à-dire que ce que je veux dire, laissez-moi terminer rapidement. Allez-y. La lutte pour la souveraineté, ça a connu différentes formes. Hein. Donc de la lutte armée, on est parti à la lutte politique. Et cette lutte politique aussi a connu des étapes, comme par exemple la création d'associations. Des associations, on est venu aux syndicats, et des syndicats aux partis politiques. Vous voyez? Et je précise qu'avec la création des partis politiques, oui. Tous ceux qui ont créé ces partis politiques n'avaient pas la même vision de ce que doit être notre souveraineté après le départ de la colonisation, des colonisateurs. Oui. Donc, comme ça, nous avons évolué. Et finalement, puisque vous me dites de raccourcir rapidement les choses, oui. Lorsque on s'est rendu compte, les hommes politiques de l'époque se sont rendus compte que maintenant, le mouvement de libération nationale a atteint une allure telle qu'on ne peut plus arrêter cette indépendance-là, politique. Alors c'est comme ça que Modibo, parmi ses responsables politiques, a compris très tôt que l'affirmation et l'affermissement de notre souveraineté n'en sera jamais une aussi longtemps que nous allons à l'indépendance de façon morcelée comme la colonisation l'a fait. Monsieur Tekete, si on doit passer tout le temps dans le rappel historique, on ne finirait pas. Permettez cette question. Ce rappel est en fait. Permettez cette question. Ce rappel est en fait. Vous me privez de parole. Vous permettez. Est-ce que le Mali, vous êtes en train de nous dire que le Mali n'a été indépendant qu'à partir de 1960 à 1968 par exemple? Non, mais bien avant. Est-ce que c'est à partir de 68? On va replonger dans les rappels. Les populations qui vivaient là n'ont pas vécu qu'à partir de cette période-là. Avant la colonisation, nous étions là. Les grands empires ont existé. Monsieur Tekete, s'il vous plaît, vous permettez. Non. Le cours, quoi. C'est pas vrai. La distribution de parole, je ne suis pas d'accord. Non, allez-y, Abdraman. Cette approche. Je n'ai plus posé de questions. Non, le président, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Cette approche, votre approche de la souveraineté. Est-ce qu'aujourd'hui, la tendance que nous connaissons aujourd'hui, souverainiste que nous connaissons aujourd'hui, épouse cette approche que vous venez de développer de la souveraineté? C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que voilà, il faut vraiment pour nous ramener un peu à l'actualité. C'est ce que je vous dis. Moi, j'ai dit que je ne suis pas de nature à vouloir évoluer dans le système hérité de la colonisation. Je suis convaincu qu'aussi longtemps que c'est sur la base de ce système que nous allons travailler, notre souveraineté n'en sera jamais une. Il faut que notre identité, nous la prenions en compte dans la recherche de l'affirmation et de l'affermissement de notre souveraineté. C'est ça le problème. Or, ce système hérité de la colonisation ne va jamais nous permettre de retrouver notre identité. La preuve, aujourd'hui, quand on regarde dans quelle langue nous travaillons, vous et moi, dans quelle langue nous sommes en train de parler, combien de Maliens sont en mesure de comprendre ce que nous sommes en train de dire? Vous pensez que ça conduit à la souveraineté? Mais vous croyez que la façon, les institutions qui sont en place, qui sont des copies, des pâles copies des systèmes institutionnels hérités de la colonisation, permet à ces populations-là de se retrouver dans ce système-là? Est-ce que nous n'avons pas connu des systèmes de gouvernance qui ont fait leurs preuves pour la stabilité et la souveraineté des populations qui sont en train de vivre aujourd'hui encore dans notre territoire actuel, mieux que ce que nous faisons aujourd'hui? Soyons clairs. Monsieur Tekete. Pourquoi, je termine. Pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, on fait allusion à nos empires, qui des siècles durant
ont été dans une grande stabilité. Une souveraineté à nul autre pareil par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais ces empires ont été disloqués en petits États que nous voyons aujourd'hui, qui vont de crise en crise, de coup d'État en coup d'État. Pourquoi? Parce que nous évoluons dans un système qui n'est pas le nôtre. Et aussi longtemps que nous allons continuer à évoluer dans ce système-là, parler de souveraineté, c'est peut-être de l'académisme. Allez-y, Bruno. Oui, justement, si vous pouvez vous permettre à cette question-là d'être un peu précis, concis. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de souveraineté retrouvée. En quoi on a retrouvé une souveraineté aujourd'hui? Qui ont? Oui. Le discours politique. Oui, le 14 juillet, le discours politique à ça. Le discours politique. Une journée entière est même dédiée à ça. C'est demain, non? C'est des actes. Le 14. Le 14, c'est après-demain. Non, ce que je vais vous dire, une fois de plus, peut-être que nous ne nous comprenons pas parce que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Je vous dis et je le répète, je dis que nous devons tous, chacun, dans la position où nous nous trouvons, qu'on soit balayeur de rue, qu'on soit manœuvre, qu'on soit etc., jusqu'à l'homme politique, jusqu'au président de la République, chacun a un rôle à jouer pour l'affirmation de notre identité. Chacun. Mais ce que je veux dire, c'est que le système dans lequel actuellement nous sommes en train d'évoluer n'est pas notre système. Dans ce système-là... Et vous pensez que les autorités de la transition ne sont pas en train de changer par rapport à ce qu'on a déjà vécu? Il y a une volonté. Il y a une volonté? Il y a une volonté. Et qu'est-ce qui détermine, selon vous, comment cette volonté a été manifestée? Parce que toi aussi, tu ne joues pas ton rôle. Non, je dis comment cette volonté a été manifestée. Vous dites qu'il y a une volonté. Pose-toi la question. Non, aujourd'hui, pouvez-vous comprendre que le discours public puisse utiliser l'expression souveraineté retrouvée? Mais vous savez que le discours aussi a son importance. Le discours aussi a son importance pour amener les gens à réfléchir et à se remettre en cause. Donc c'est un effet. Pourquoi a-t-on dit le 14... Mais de là à être affirmatif. Non, laisse-moi terminer. Pourquoi a-t-on dit le 14 janvier? Parce que le 14 janvier, quand il y a eu les sanctions de la CEDEAO contre nous, le 9 janvier, mais les autorités ont demandé à ce que les populations sortent pour manifester leur mécontentement. Mais quelle est la grande ville du Mali où les gens ne sont pas sortis par centaines de milliers? Ça veut dire que nous tenons à notre souveraineté. On ne veut pas et on ne doit pas nous imposer des choses. Ça, c'est déjà un pas. Je ne dis pas que c'est suffisant. C'est d'autant pas suffisant que même toi, par exemple, tu dois jouer un rôle dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est pas son rôle. Comment vous tu ne dois pas? Non, la question ne se trouve pas au rôle que moi je dois jouer. Non, pas toi seul. Il dit non, bien y compris toi. C'est vous qui êtes, voilà, c'est vous qui êtes interrogé aujourd'hui. Oui. On voudrait savoir en quoi la volonté d'aller vers la souveraineté, votre approche de la souveraineté nationale est en train d'être manifestée par les autorités actuelles. Donnez-nous des exemples, des cas, des indices de manifestation de cette volonté-là. D'abord, fait concret. Quand il a été dit, et pas seulement dit, mais des actes ont été posés dans ce sens-là, que notre sécurité, nous voulons nous-mêmes la prendre en charge. Et il nous est loisible de coopérer avec n'importe qui souhaiterait nous aider à faire en sorte que notre sécurité, nous puissions nous-mêmes l'assumer. Ça, c'est déjà une volonté de souveraineté. Un exemple. Une affirmation quand même. Oui. Une affirmation de souveraineté. Oui. Ensuite, quand il y a eu l'embargo de la CEDEAO, on a dit comptons sur nous-mêmes. Comptons sur nous-mêmes. Si c'était peut-être une équipe qui n'aurait pas évolué dans le sens de faire en sorte que nous soyons souverains, ils allaient céder à tout ce que la CEDEAO avait demandé pour qu'on puisse avoir dans la facilité ce que l'on souhaitait, mais qui nous embrigadait davantage. Oui, mais, non, laisse-moi terminer. Si on me pose la question, tu me laisses terminer. Allez-y. Mais cela n'a pas été fait. Mais qui a levé la sanction? Mais quand ça a été dit, nous-mêmes ici, on a dit qu'on ferme nos frontières avec eux. Oui. En d'autres temps, vous croyez que ça aurait été possible? Oui. Mais à quel prix? Mais à quel prix? Oui. Voilà, seul problème. C'est comme vous l'avez dit. Non, vous-même vous avez dit ici que la souveraineté se manifeste d'abord par notre autonomie économique. Cela a eu des conséquences que vous avez, des impacts et laisse encore des séquelles économiques. La sécurité dont vous parlez aujourd'hui continue de faire des victimes dans une certaine partie du pays auxquelles on pense que les autorités ont été indifférentes. Puisqu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensaient, c'est eux ceux qui vivent cette situation. Ceux qui vivent cette situation à Gao, ceux qui vivent cette situation à Menaka, ceux qui vivent cette situation un peu partout où les forces des armées et de sécurité n'ont pas de contrôle, n'ont pas la maîtrise de la situation, vous disent qu'en réalité, tout cela se fait parce que nous sommes indifférents ici à Bamako de ce qui se passe chez eux.
C'est ça le problème. Donc, vous voyez, non, il est vrai que l'affirmation, est-ce que l'affirmation de la souveraineté, comme on voit, on doit revenir à ça, ne doit pas reposer sur une substance. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez substance? Cette substance économique qui fait qu'en réalité, on prend notre autonomie, notre souveraineté, tel que vous l'avez dit, mais sans autant d'impact sur beaucoup de citoyens qui, quelque part, en réalité, ne sont pas en symbiose avec l'autre, avec les autres par rapport à cette souveraineté-là. Oui, c'est ce que je veux dire. Puisque la souveraineté aussi implique une symbiose nationale. Allez-y, répondez à la question, s'il vous plaît. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas la même approche. C'est pourquoi nous échangeons comme ça, comme si c'était un jeu d'aveugle. Moi, je vous ai dit qu'il y a une démarche actuellement qui est en train d'aller dans le sens de faire en sorte que à tous les nouveaux, nous nous prenions nous-mêmes en charge. Mais tant que ta sécurité militaire, alimentaire, éducative, sanitaire est prise essentiellement par les autres, mais où est ta souveraineté? Ils feront de toi ce qu'ils veulent. Ils feront de toi ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, tout ne peut pas se faire en un seul moment. D'accord. Dans la mesure où nous avons évolué pendant des siècles dans un système qui n'est pas le nôtre. Maintenant, et toi, et Bruno, et Sidibé, nous devons absolument tous faire en sorte que nous comprenions tous et chacun, et au-delà de nos personnes particulières, que nous fassions comprendre aux autres que ce système-là n'est pas le nôtre. Et c'est ce qui explique que nous nous trouvons dans cette situation-là qu'on appelle manque de sécurité, manque de souveraineté, souveraineté compromise, souveraineté... C'est ça. Non, mais aujourd'hui, des choses sont en train d'être faites. Et il faut soutenir ça, aider même ceux qui sont en train de le faire à mieux comprendre ce qu'ils doivent faire, plutôt que de dire que... Faut souveraineté, allez-y Bruno, s'il vous plaît. Bruno, malgré les conséquences. Allez-y Bruno. C'est toi qui le dis. Aujourd'hui, cette dynamique-là, il faut soutenir les autorités, comme vous venez de le dire. Nous tendons vers... Mais pas aveuglément. Oui. Les aider à comprendre aussi certaines choses. Les soutenir, en tout cas, vous avez utilisé l'expression, il faut soutenir les autorités. Nous tendons vers un processus électoral devant sanctionner cette transition. Alors, qu'est-ce que vous dites? Les nouvelles autorités éventuelles qui pourraient être élues, vous pensez qu'ils seraient nécessairement dans cette dynamique, ou bien vous encouragez, comme il faut réaffirmer cette souveraineté, il faut soutenir les autorités, et donc on pourrait donner blanc-seing aux autorités actuelles pour continuer cette dynamique. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non, vous... Attendre d'abord que les conditions soient créées. Les chercheurs journalistes, c'est pour ça. Oui, mais c'est pourquoi je parle comme ça. C'est pourquoi je parle comme ça. Qu'est-ce qui te dit que même dans 2 ans, dans 3 ans, la sécurité sera telle dans le pays que les élections pourraient se passer comme on le souhaite? Tu peux l'affirmer? A priori, il y a un agenda, il y a un chronogramme. L'agenda, vous ne devez pas penser comme ça, puisque vous dites que nous sommes sur une dynamique de règlement de la sécurité. Mais cette dynamique n'a pas fini d'avoir le résultat qu'on attend de cette dynamique-là. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Monsieur Tekete, mettons-nous dans cette hypothèse qu'en février 2024, il y aura une élection présidentielle. Il se fait que le chef de l'État actuel, selon votre analyse, défend cette souveraineté et mérite d'être soutenu. Ça, ce sont vos expressions. Est-ce que vous... Si, vous avez dit il faut soutenir les autorités actuelles qui sont dans cette dynamique. Dans les actions qui sont en train de poser par rapport à la question de souveraineté. La souveraineté. Oui. Et donc, je vous pose la question. Chercheur, journaliste, écrivain, donc vous êtes un esprit éclairé pour le peuple. Est-ce que, avec ce constat que je partage avec vous, est-ce qu'avec ces élections-là, il ne faut pas nécessairement aller donner blanc-seing aux autorités actuelles qui réaffirment si bien cette souveraineté, ou bien vous concevez qu'il puisse avoir une nouvelle classe politique qui puisse être élue lors de ces élections? C'est ça. Ma question est assez claire, je crois. C'est pourquoi j'ai dit, même par rapport à vos questions et à mes réponses, il va être difficile qu'on se comprenne. Parce que vous réfléchissez dans le cadre d'un système que moi je trouve unique. Un système qui ne mérite pas que nous continuions à pérenniser. Donc, nous ne devons même pas aller aux élections. Si je comprends. Dans les conditions actuelles? Non, selon l'agenda. Février 2024, c'est prévu pour une présidentielle. Tu veux que je te dise la vérité? Oui. Les élections que l'on veut faire et auxquelles on tient, les gens crient, il faut faire là. Si on va dans le sens de ceux qui veulent qu'on le fasse rapidement, on le fait. Non, pas rapidement. Février 2024, c'est prévu sur papier. Ça c'est rapidement. Et la sécurité? Donc, toi, tu peux aller facilement à Kidal et revenir aujourd'hui? Tu peux aller partout et revenir? Donc vous appelez à prolonger la... Tant que la sécurité totale du territoire n'est pas assurée, il serait dangereux. Vous croyez qu'une sécurité totale est possible sur notre pays?
Pourquoi? C'est pour cela qu'on est en train de se battre. Monsieur Une sécurité totale. Le Mali est aujourd'hui dans un processus de changement constitutionnel. Quel regard vous portez déjà sur l'avant-projet de la nouvelle constitution? Mais je vous l'ai toujours dit, c'est pourquoi je vous dis on ne se comprend pas. Ouais, c'est ça, le Moi, je dis que ce système-là n'est pas le nôtre. Cette constitution-là n'est pas la constitution qu'il faut aux Maliens aujourd'hui. Même celle qui nous gouverne aujourd'hui? Laquelle? De 92? Mais vous avez... C'est les deux. Pourquoi parle-t-on de la nécessité de réviser les constitutions? C'est parce qu'elle a montré ses limites. Oui. C'est-à-dire que c'est pas notre système. Ce n'est pas notre système. Il faut balayer tout. Hein. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut finalement? Il faut balayer tout. Moi, j'ai dit, Oui. n'allons pas très loin. Dans notre histoire, on a vu des choses qui aujourd'hui sont en train de faire leurs preuves à l'extérieur et que nous abandonnons parce que nous pensons que c'est anhistorique, c'est dépassé et que nous devons penser autrement. Penser autrement, ça veut dire quoi pour nous? C'est penser comme ceux qui nous ont colonisés. C'est exactement ça. Mais aussi longtemps que nous allons dans ce sens-là, nous n'allons jamais nous en sortir. Regardez par exemple, est-ce que vous savez que ce qu'en Europe là-bas ils appellent Parlement, nous l'avons connu 700 ans avant les Européens. Est-ce que vous savez que la charte de droits de l'homme qu'on prétend être une charte universelle, mais la charte de Kourkan-Fouga, 550 ans avant cette charte-là a fait ses preuves. Maintenant, il faut mettre ce système-là à côté. Moi, je ne vous comprends pas. Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas l'impression d'être seul dans votre monde à vous? Pas du tout. Pas du tout. Écoutez, je n'ai pas l'impression d'être seul. Allez-y. Cette exploration, pour votre dernière question, allez-y. Cette exploration du passé dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui est quelque part contrariée aussi par des voix dissidentes qui exigent que l'accord que nous avons passé avec les mouvements armés, qui se réclament d'une autre identité différente de la nôtre, ils se réclament de l'Azawad, quelle solution voyez-vous à cette situation qui contrarie un peu toutes nos idées souverainistes sur le territoire que nous avons de tout temps connu? Modibo Keïta a géré une rébellion au passage. Hein? Oui, ce n'est pas une rébellion ici, c'est un accord que nous avons passé avec ces gens-là qu'on gère et non pas une rébellion. C'est terminé, la rébellion est terminée aujourd'hui. Nous avons un accord avec des entités qui ne se reconnaissent pratiquement d'ailleurs pas dans ce que vous dites. Les entités, les mouvements armés ne se reconnaissent pas dans le Kourkan-Fouga. Ils ne se reconnaissent pas dans certains empires qui ont eu à exister. Ils ont une autre identité. Et aussi, ils te diront la même chose. Ils vous diront la même chose. C'est leur droit. Qu'ils ont le droit aussi à la souveraineté. Donc, quelle solution proposer pour régler ce problème-là qui se pose au Mali? C'est leur droit. Sur beaucoup d'autres choses. Cette question se pose quand même au pays aujourd'hui. Oui, quelle est la solution? Qu'est-ce que vous... Comment arrimer tout ce que vous dites? Il a bien compris la question. Ceux qui se la posent, je leur conseille vivement de visiter notre histoire authentique, vue par nous-mêmes mais pas par les autres. Toutes ce que vous appelez identité là, qui ne se reconnaissent pas dans ce droit, mais ils étaient là pendant l'Empire Songhai, ils étaient là pendant l'Empire du Mali. Mais on a vécu en symbiose des siècles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on nous a amené à croire que ce qu'on nous amène de l'extérieur est meilleur à ce que nous avons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est devant les faits accomplis. Catastrophe. Rien ne marche. Ouais, mais quelle solution? La solution avec eux. Parce que nous sommes quand même engagés. Avec eux, on a signé des accords pour régler le problème identitaire qui se pose, le problème de séparation, de gestion du pouvoir entre le centre et ces périphéries-là. Quel système vous préconisez dans votre approche de la République, de votre approche qui est différente de l'approche universelle qu'on connaît de la République? Pas, vous dites que le temps est très difficile. Allez-y, répondez à ça, voilà. Qu'est-ce que vous... Il sera très difficile que vous et moi nous nous comprenions parce que nous n'avons pas la même vision des choses. Pourquoi? Parce que c'est des questions qu'on vous pose. Il ne s'agit pas d'épouser notre vision. Non, nous vous posons des questions que beaucoup de gens se posent. Ce n'est pas nous seulement. Il a bien compris la question. Il va la répondre. Moi, je ne parle pas de nous indexer comme quoi on est en train de... Comme si nous avons une vision à défendre ici. Non, allez-y, il va répondre à ce que toi tu me dis. Voilà. Je parle en fonction de ce que toi tu me dis. Abdourahmane, s'il vous plaît, la question... Vous êtes mieux placé que moi en tant que journaliste pour comprendre que le journaliste ne pose pas les questions pour sa personne. Il pose des questions en d'ordre général. Il a bien compris le poste là. Allez-y. Mettons bas la terre. Ah bon, allez. Mettons bas la terre. La balle est déjà à terre. Hein? La balle est déjà à terre. Vous voulez mettre même la balle à l'eau. Allez. Donc, ce que je veux dire, sincèrement, pour parler de façon plus posée et sereine, quand on parle d'identité, je l'ai dit,
L'identité, ce que vous appelez identité, qui se fonde sur leur culture et qui disent que, alors ils ne se reconnaissent pas dans ce qui est en train de se faire. Mais leur identité là était là lorsqu'on avait ces empires. Leur langue était là, leur culture était là, leur confession était là. Pourquoi malgré, avec la diversité des langues, la diversité des cultures, la diversité des cultes, on a pu des siècles durant vivre ensemble en harmonie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur proposez? Mais je leur propose souvent Pour sortir de la... qu'on revienne à ce que nos ancêtres nous ont laissé comme héritage et qu'on puise de cela ce qui leur a permis d'être dans une grande stabilité pendant des siècles. C'est là encore, et c'est possible. C'est possible. Les choses n'ont pas fondamentalement changé. Hein. C'est l'impression qu'on se donne que c'est un changement qui nous fait prendre des attitudes de ce genre. Les Songhai, les Tamashek, les Soninké, les Maures, les Bobos, les Mianga, les Sunifo, ils ont tous vécu dans ces différents empires, avec les cultes qu'ils pratiquent encore aujourd'hui. Mais pourquoi ils sont-ils arrivés à faire en sorte que des siècles durant, ils étaient dans une grande stabilité? C'est une autre question. C'est pourquoi je dis très sincèrement que vous et moi je suis convaincu que ce n'est pas moi celui qui pense comme ça. Ouais, je suis convaincu que même dans les tréfonds de village... Justement, j'allais poser cette question. Vous parlez beaucoup des ancêtres. Hein? Qu'est-ce que vous pensez alors finalement de ces religions révélées? Non, ça, je ne pense rien de ça. Je dis quand même que même du temps des empires, il y avait la liberté des religions. Il y avait la liberté de religion. Donc, dire qu'est-ce que je pense de cela, c'est vouloir me faire penser comme peut-être certains pensent. C'est pourquoi j'ai dit c'est certains qui pensent là. C'est parce qu'ils ont une vision qui n'est pas la nôtre. Ils ont une façon de voir les choses qu'on leur a amené de l'extérieur. Si toi tu es ça, il ne faut pas accepter l'autre. Alors que dans le temps, tous ces autres-là étaient ensemble ici, ils ont vécu en symbiose. Pourquoi n'allons pas prendre l'exemple de la vie de ces gens-là? C'est encore faisable. C'est encore faisable et parfaitement adaptable aux circonstances dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Sinon, les aïeux auxquels vous faites allusion n'étaient ni chrétiens ni musulmans, M. Tekete. Ah, c'est pas vrai. Dans l'Empire du Ghana, dans l'Empire du Ghana, il y avait des musulmans. Depuis le 7e siècle. Il y avait des animistes. Hein? Tout ceci était là, déjà existant. Le terrain religieux est plutôt glissant, si vous permettez. Voilà, il faut éviter... Non, on l'évoque, c'est au nom de la liberté. Non, c'est pour dire que ces choses-là ont existé hein, en harmonie depuis des siècles. Hein. Oui. Donc, c'est parce que tout simplement, on nous a donné l'impression que nous devons nous rejeter. C'est pourquoi j'ai dit, nous, dans notre spiritualité authentique africaine, nous avons une vision holistique qui accepte tout. D'accord. C'est l'unité et la lutte des contraires qui fait progresser. Mais dire que moi, tant que c'est pas moi, les autres ne doivent pas exister, Bruno, ça amène les crises, ça conduit aux crises. Monsieur Tekete, il faut revenir à nos valeurs, la charte de Kourkafuga. Vous battez en brèche la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été la Elle n'est pas universelle. C'est ce qui est dit. Oui, c'est ce qui est dit. Oui, moi je dis. Elle est la source nourricière de la Constitution française de 1958, dont s'inspirent la plupart des constitutions, dont s'inspire même l'avant-projet. Oui. Mais maintenant, monsieur Tekete, moi je me perds vraiment en conjecture. Vous voulez quoi? Vous dites aussi qu'il ne faut même pas envisager d'élection sans qu'il y ait de sécurité totale sur le territoire. Vous voulez comment? Quel mode de gouvernance vous concevez? Un peu de mots si vous permettez. Qu'on sorte de la gouvernance actuelle. Oui, laquelle mettre en alternative alors? Mais celle qui est la nôtre, qui est en prise avec notre identité réelle. Oui, décrivez-la un peu de mots. C'est quoi? Un royaume, un empire? Oui, je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit. Tout ça, qu'est-ce que je veux dire? Ça dit que nous, dans notre histoire authentique, on était arrivé à faire en sorte que chaque entité sociologique... Nous au Mali. Ouais, je précise parce que nous au Mali... Oui, parce que le Mali actuel faisait partie des grands empires hein, dans le temps. Quand vous dites nous, je précise... Oui, c'est ça, exactement. Oui. Ça dit faire en sorte que chaque entité puisse exercer la parcelle de pouvoir qui lui revienne, mais en tenant compte de l'existence des autres aussi. On élira un président de la République? Hein? C'est une question. On élira dans votre système-là. Oui. Est-ce qu'on élira un président de la République? Ou bien ça dit que ce que je vous dis là. Chez nous, c'était pas comme ça. Répondez, s'il vous plaît. Non, laissez-moi terminer parce que vous voulez que je réfléchisse comme vous. Je ne peux pas le faire. Parce que nous n'avons pas la même approche des choses. Non, c'est une question. Donc, c'est une question. C'est pourquoi moi aussi, je réagis en fonction de ce que je pense. Vous posez des questions en fonction de ce que vous pensez. Je réagis aussi en fonction de ce que je pense. C'est pourquoi j'ai demandé si vous n'étiez pas seul dans votre monde. Non, je ne suis pas. C'est vous qui êtes plutôt isolé. Est-ce qu'on aura une constitution? Est-ce qu'on élira un président de la République? Monsieur Tekete, permettez quand même, c'est des questions pourquoi vous voulez qu'on dise que c'est le président de la République? Oui. Bon, pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise que... Le problème de nomenclature alors. Non, pas ça. Attention. Parce que chez nous, dans la spiritualité authentique africaine,
le pouvoir était géré à partir d'un trépied. Oui. Le trépied, c'est quoi? D'abord, Mara, l'éducation. Si maintenant l'éducation ne suffit pas pour amener certains à comprendre qu'il y a des rapports internes et externes qui sont régulés de manière à ce que tu puisses vivre en symbiose avec les autres, on t'applique le fanga. Oui. Mais ceux qui appliquent le fanga aussi savent que CB à la DIE. On élira le dirigeant. Comment arriver à ça? On élira le dirigeant. Parce que... Comment arriver à ça? C'est aussi simple. Puisons les choses dans notre tradition. D'accord. Puisons les choses dans notre tradition. Tout cela, c'était déjà là. Et qui a fait qu'il y a eu une harmonie qui a fait que ces empires ont existé des siècles durant. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand je reviens à ce que tu as dit, je voulais réagir par rapport à ça. Vous avez parlé de constitution de 58 de la France, qui inspire la plupart de nos constitutions. C'est pourquoi on a tous ces problèmes du monde. Mais toute constitution se fonde sur la sauvegarde d'intérêts dominants de la communauté dans laquelle cette constitution est adoptée et appliquée. Quand on prend le cas de la France, la constitution française de 1958. Non, il n'y a plus de temps. Non, laisse-moi terminer. Parce que tu dis que tout est inspiré de cela. Mais pourquoi ça échoue? Parce que ce n'est pas ce qu'il nous faut. Pourquoi? Parce que quand tu prends la constitution française de 1958, c'est tout simplement parce que cette constitution était en prise sur les besoins et les intérêts des trois grandes branches du capital monopoliste français. La branche commerciale, la branche industrielle et la branche d'aujourd'hui là. L'avant-projet là, c'est ce que je vous dis. Inspiré de ça aussi. Oui, mais c'est pourquoi je dis que ça ne marche pas. C'est pourquoi je l'ai dit. Moi, je ne l'ai pas caché. Vous êtes en train de prédire que ça ne marchera pas. Puisque ce n'est même pas encore adopté. Ne me faites pas dire ce que vous voulez que je dise. Ne me faites pas dire ce que je voulais que je dise. Monsieur Teketé, nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Abdraman, nous sommes dans les secrets de la délibération. Délibération. Cher, vraiment, je suis un peu perdu. Hein. Retrouve-toi. Ouais. je suis un peu perdu. Je me perds en conjoncture en écoutant le confrère développer des visions. C'est vrai, il a une vision. Mais une vision peu lisible. C'est clair, quoi. Très sérieusement, dans ce monde actuel, ce qu'il propose comme orientation est difficile à réaliser si ce n'est au prix de l'isolement d'un pays dans cette ambiance globaliste où nous nous trouvons. Certainement que lui, il les rejette, c'est clair, mais qui s'impose à tout le monde, pas seulement à nous, mais aux autres. Tous les souverainistes. Aux États-Unis, on a des souverainistes. En France, nous avons des souverainistes partout. Mais il y a une vision globale, une marche du monde qui s'impose à tout le monde. Et cette vision-là est à l'écart de la marche du monde. Ouais, vous voyez? Et rapporté à la situation du Mali, je ne trouve pas que notre invité ait apporté des solutions, autres que des solutions très dangereuses. Et le fondement de tout pouvoir réside dans la souveraineté populaire, pour moi. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est ce qu'on nous a appris. On ne va pas nous amener à l'Antiquité encore, à des générations et des générations qui n'ont connu que la démocratie et la légitimité populaire, la légitimité élective, nous ramener à autre chose, ce sera très dangereux pour ce pays-là. Ceux qui, par exemple, aujourd'hui, il est en train de militer pour la persistance dans cette souveraineté et dans cette transition-là. Puisque ce qu'il propose, comme retour en arrière, comme retour à nos valeurs ancestrales, comme retour un peu dans les fondements de ce que nous avons été depuis des siècles, ne peut pas être réalisé dans le laps de temps qu'il faut pour qu'on change de régime, alors que nous sommes beaucoup de Maliens aujourd'hui à rêver de retour à l'ordre constitutionnel. L'extérieur, les voisins nous regardent pour que nous retournons au risque d'être isolés à l'ordre constitutionnel. Vraiment, pour terminer, je trouve que vraiment, il a le mérite peut-être d'avoir une vision, mais cette vision-là me paraît irréaliste et même iconoclaste par rapport à ce que nous avons connu. Mais nous sommes quand même entre confrères. Ajouter ça au mérite d'exister, à tout ce qu'il a eu, à tout ce qu'il a pu accoucher, puisque ça l'a inspiré autant de livres, je pense qu'on peut le mettre en sursis en attendant qu'il revienne le meilleur sentiment. Bruno. Merci, Président. Moi, je commencerai par dire un proverbe assez bien connu. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est assez bien connu, je ne l'apprends pas à mon grand frère.
C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Les sages, les intellectuels nous disent aussi, la roue de l'histoire, là, ça ne s'invente pas. La roue de l'histoire, ça ne s'invente pas. On greffe les réformes, les nouvelles idées sur l'ancienne. Mais j'ai comme l'impression que mon aîné, c'est vrai, j'apprécie, il a de la pertinence dans les idées, le principe. Le principe, le triptyque, le triptyque principe, ordre, harmonie, j'ai apprécié le début du débat, mais c'est au niveau de la gouvernance, quand on va vers le Mali d'aujourd'hui, le Mali de demain, que comme Abderrahmane l'a dit, je me suis totalement perdu. Et il va dire qu'il faut que je me retrouve. Il faut qu'on... Mais c'est vrai, on décèle les défaillances, les insuffisances du système athénien, la démocratie, comment dire, la voix du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est ça l'élément de base. Maintenant, on va refonder avec... Mais monsieur... On s'adapte. On s'adapte. Mon grand frère dit que il faut balayer tout le système, il faut reprendre à zéro. Il n'envisage même pas d'élection à moyen terme. Il faut qu'il y ait une sécurité totale. Je me demande dans quel pays on pourrait avoir une sécurité totale pour aller aux élections. D'accord. Franchement, je suis dans la même rhétorique que Abderrahmane. Un sursis pour qu'il puisse revenir avec des idées plus convaincantes, plus réalistes. Voilà, donc je pense qu'on va le prononcer un sursis contre lui. Merci. En tout cas, au bénéfice de toutes ces observations, j'ai envie de faire mienne ces différentes observations, tout en ayant à l'esprit que l'accusé ne mérite pas d'être condamné. Il mérite que son jugement, son verdict soit prononcé dès ce soir. Par conséquent, je me démarque en toute souveraineté pour libérer purement et simplement l'accusé de l'un de l'accusation. Par conséquent, il est acquitté. Libération arbitraire. Il est condamné. Un dernier mot. C'est le président. Vous voyez que même votre réaction par rapport à celui du président montre que nous sommes majoritaires par rapport au président. Pas du tout. Allez-y. Si je me joins à lui, vous n'êtes pas majoritaire. Allez-y. Non, en réalité, je crois que tout cela est fait pour aussi susciter le débat. C'est fait pour susciter le débat. Ce n'est pas pour choquer qui que ce soit. Mais c'est fait pour que nous puissions nous remettre en cause. Que nous comprenions qu'il y a des concepts. Nous devons toujours interroger les concepts quand nous voulons les voir par rapport à notre réalité culturelle et cultuelle. Mais aussi longtemps que nous n'irons pas dans ce sens-là, je pense qu'il va nous être difficile de sortir de cette situation où depuis quelques années, on va de transition en transition. Ce n'est pas une bonne chose. En réalité, ce que je veux dire, je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion de parler comme ça et de vous titiller, vous amener à sortir de vous-même pour que moi je puisse mieux vous comprendre et que par la suite, lorsque nous nous trouverons dans d'autres espaces, je puisse vous amener à mieux me comprendre, que je n'ai pu le faire avec quelques 55 minutes seulement. Voilà, donc je pense que je vous remercie pour le temps, pour le temps que vous m'avez accordé, le président du jury également, pour vous dire merci beaucoup, en espérant que nous n'allons pas nous retrouver que pour cette seule fois, et que dans l'avenir, on pourra se retrouver pour d'autres thèmes. En tout cas, nous vous remercions d'être passé également. Merci. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait comme invité M. Daouda Tekété, auteur de 9 livres, s'il vous plaît, 9 livres, et est en passe de lancer le 10e livre dans un pays où la lecture est un luxe. Merci à vous de nous avoir suivis. Notre numéro de votre émission, Les Grands Jurys. Au revoir. Merci.